Dans le premier épisode de cette série en 2 parties, nous retraçons l'histoire fascinante d'une chose si belle que les Européens nommaient or blanc et pensaient qu'elle était fabriquée par magie. Rejoignez-nous à Jindaejeon, la capitale mondiale de la porcelaine qui a donné son nom à la Chine. Dans cet épisode de Carnet de route, le premier d'une série en 2 volets à Jindaejeon, nous plongeons dans le monde vibrant de la porcelaine, en explorant son histoire dans cette ville de niveau préfectoral. Population 1,6 million d'habitants. Jindaejeon se trouve dans la province du Jiangxi, dans le sud-est de la Chine. Ici, une simple promenade dans les rues permet de comprendre l'importance de la céramique. Dites le nom de Jindaejeon en chinois et il va automatiquement dire Taozi, ce qui signifie poterie et porcelaine. Ah, Rock, regardez, même les lampadaires sont en porcelaine. Le meilleur endroit pour commencer notre voyage est le musée de la céramique et de la porcelaine à Jindaejeon, réputé pour être le plus grand établissement du genre dans le pays. Il a seulement ouvert en 2015. Dans ces espaces aérés et contemporains, les amateurs de céramique peuvent admirer une collection énorme de 400 000 pièces de poterie et des guides bien informés pour vous raconter l'histoire de la porcelaine. Sous la dynastie des Song, le secteur artisanal de la porcelaine a connu une forte croissance. Plusieurs endroits en Chine étaient célèbres pour produire la meilleure porcelaine. Jindaejeon est l'un d'entre eux. La ville était connue pour sa porcelaine Qingbai. La porcelaine Qingbai, ou blanc bleuâtre, est translucide et a l'aspect du jade, avec un aspect vitrifié. Donc Jindaejeon a commencé à devenir célèbre à partir de la dynastie des Song. Oui, c'est pendant le règne de l'empereur Zhenzong que la ville a pris le nom de Jindaejeon. Qingde était une ère de son règne. C'était en 1004, il y a plus d'un millénaire. Au fil du temps, la porcelaine bleue et blanc a pris à la porcelaine Qingbai la place de variété le plus renommée. Celle-ci caractéristique de Jindaejeon. Sous la dynastie des Yuan qui a suivi, on a commencé à utiliser du kaolin pour fabriquer de la porcelaine. C'est devenu la porcelaine bleu et blanc. La porcelaine bleu et blanc est un jalon dans l'histoire de la porcelaine. Sous le règne des Mongols, le commerce était florissant et les échanges s'étendaient jusqu'en Perse, où l'on se procurait la peinture au cobalt qui donne cette couleur bleue. C'est une pièce précieuse du musée? Oui, la porcelaine impériale bleue et blanc est précieuse parce qu'elle est très rare. Il n'existe que 400 pièces anciennes authentiques et c'est l'une d'entre elles. On peut voir les effets du cobalt perse. La couleur est éclatante, il produit des traces rubigineuses et ce n'est pas lisse au toucher. Ce sont les caractéristiques de la porcelaine bleue et blanc des Yuan. Je peux toucher? Oui, oui. Non, elle plaisantait. N'allez pas croire qu'ils vont laisser Jui poser ses doigts sur ce trésor. Peu importe, elle est déjà ravie de pouvoir poser ses yeux sur ces magnifiques objets exposés. Naturellement, au fil des siècles, les articles sont de plus en plus sophistiqués et acquièrent à l'étranger la réputation d'être réservés à la noblesse et aux riches. Au XIVe siècle, Marco Polo est le premier à apporter en Europe de la porcelaine de Jindaejeon. Il s'agit d'un petit pot gris-vert qu'il ramène dans sa cargaison de soieries et d'épices. Peu après, les Portugais commandent des pièces personnalisées fabriquées ici. Ensuite, au XVIIe siècle, on estime que plus de 3 millions d'objets en porcelaine sont expédiés en Europe par les Néerlandais. Pendant ce temps, à l'intérieur du pays, Jindaejeon a déjà commencé à produire en série de la porcelaine, en particulier pour la cour impériale. Pendant la dernière dynastie, celle des Qing, les créations deviennent encore plus variées et délicates, combinant les styles folkloriques et impériaux. La qualité artistique de ce vase est absolument phénoménale. Mais ce que je trouve vraiment intéressant, c'est l'histoire qu'il y a derrière. Ainsi, les artisans céramistes de Jindaejeon n'avaient jamais vu un étranger auparavant, mais ils savaient que les étrangers venaient en Chine avec des présents pour l'empereur. Ce qui est représenté ici a été entièrement créé à partir de leur imagination. Donc voilà pourquoi vous pouvez voir des hommes grincheux et aux cheveux bouclés, à cheval sur des animaux étranges et frisés. Je dirais que c'est assez juste. Attiré par les sons des instruments en porcelaine à cordes et à percussion, Jui se dirige vers Guyao, un site touristique populaire où se trouvent les fours les mieux conservés de la dynastie des Qing.
Son nom officiel est Zone d'exposition de la culture populaire des anciens fours de Jingdezhen. Pour faire plus simple, nous dirons Guyao, ce qui signifie ancien four. Vous voyez que la structure de la maison est très simple. Nous avons 2 étages. Le 2e étage sert à stocker le bois de pin. C'est surréaliste de penser qu'autrefois, cet endroit était plein d'artisans d'élite et des maîtres en cuisson, en sueur, tous des experts dans leur domaine. De nos jours, c'est un musée interactif où les outils et les techniques anciennes sont conservés, comme placer une poterie non cuite dans un récipient de protection connu sous le nom de casette. Maintenant, n'importe qui peut intégrer la plus ancienne ligne de production de porcelaine du monde. Notre guide, Minling, nous explique à quel point le processus de cuisson était précis. En effet, les casettes garantissaient que chaque article soit soumis à une température uniforme. Mais les températures variaient grandement dans le four. Ainsi, les casettes devaient tenir compte des besoins en chaleur pour différents types d'articles. Et cela pouvait prendre plusieurs jours pour que le four atteigne la température idéale. La température la plus élevée montait jusqu'à 1400 degrés. Vous savez, l'une des raisons pour lesquelles les céramistes d'autres parties du monde n'ont pas pu fabriquer de la porcelaine pendant longtemps, c'est qu'ils n'arrivaient pas à créer de telles fournaises pour atteindre une température assez élevée. Donc celui-ci va jusqu'à 1400 degrés. C'est incroyable de penser que les Chinois étaient capables d'atteindre ce genre de température il y a tant de siècles auparavant. Notre prochain arrêt à Guyao est un atelier de la dynastie des Qing, toujours en activité aujourd'hui. Ici, les maîtres artisans apportent leur contribution pour maintenir ce patrimoine culturel immatériel vivant. Donc vous pouvez voir qu'il y a plusieurs étapes pour finir un simple bol. Se promenant dans cet atelier sans âge, où de vieux artisans exercent leur talent, Jui est submergée par les émotions. Elle ressent beaucoup d'admiration pour leur attachement à leur art, mais aussi un peu de fierté. Elle se dit que certains de ses ancêtres ont peut-être participé au développement et à la perpétuation de cette inestimable invention chinoise. À cela s'ajoute un sentiment de gratitude, car ils préservent les traditions dans ces murs, avec leurs mains. 72 étapes pour un bol? Oh mon Dieu! Comme chaque maître est spécialisé dans un domaine, un bol a besoin de 72 personnes. Le bol deviendra comme celui-ci, la couleur va se changer en bleu. C'est magnifique, je n'arrive pas à croire que c'est fait à la main. Regardez ça, vous pouvez y croire? Oui, tout est fait à la main. Cheng Zhanghui a 72 ans et était derrière un tour pendant la grande majorité de sa vie. Pour lui, façonner des bols aux dimensions parfaitement identiques est aussi naturel que respirer. C'est presque instinctif. Comme tous les autres artisans âgés qui sont ici, il a hérité de cette technique et a passé toute sa vie à l'affiner. Vous voyez, c'est étonnant, non? Oui. Vous voulez essayer? Bien sûr, pourquoi pas? On fait tourner comme ça. Comme ça, on fait l'exercice. Ma capacité à m'accroupir est nulle. Bon, alors, on va voir. Comment arrive-t-il à le faire tourner aussi vite? Ça demande un effort au niveau des bras et des épaules, ça c'est sûr. Il se moque de moi là. Je pense que je préfère la partie où l'on joue avec l'argile. C'est le moment de chanter Unchained Melody. C'est si doux et malléable. Pour éviter de faire des dégâts, Jui reprend son rôle d'observatrice. Ce monsieur fait de la porcelaine Linglong, l'un des 4 types classiques de poterie Jingdezhen. Et il creuse des trous de la taille d'un grain de riz que l'on recouvre de glaçure pour créer des motifs translucides. Combien de temps cela prend pour tout finir? Plus d'un mois. Ah bon? Et on peut prendre un bol pour voir ce que ça donne à la lumière?
Oh, c'est beau! Et c'est juste la glaçure, n'est-ce pas? Oui, c'est seulement de la glaçure au niveau du trou. Cela semble aussi être une évasion spirituelle pour les artisans, une thérapeutie méditative, en plus d'une dextérité formidable. Surtout dans le cas de cette dame. Elle est si concentrée qu'elle est sourde au bruit extérieur. C'est magnifique et les couleurs sont éclatantes. Jui ignorait que les objets en porcelaine pouvaient être si fascinants. Elle ne savait pas non plus qu'ils pouvaient chanter. On dirait qu'ils chantent. Ça s'harmonise. Vous savez, il y a un célèbre adage sur la porcelaine de Ting de John, aussi blanche que le jade, aussi fine que le papier, aussi brillante qu'un miroir et aussi harmonieuse qu'une cloche. Vous savez, c'est fou de penser que cette chose magnifique est faite de terre. À suivre, les Chines impériaux de la Chine impériale. Des marchés aux antiquités au stock de copies. Et l'insaisissable Saint Graal de la porcelaine. La tasse aux poules. Oui, vous avez bien entendu, la tasse aux poules. C'est un marché aux antiquités et il est ouvert tous les lundis matins. Il s'appelle Guiche, ce qui signifie marché fantôme parce qu'il ouvre à 4 heures du matin. Je n'étais pas prête à sortir du lit si tôt pour regarder les antiquités, mais maintenant il est environ 6h30, alors peut-être. Même si c'est techniquement un marché aux antiquités, comme prévu, il n'y a pas ici que d'authentiques antiquités. Une bonne partie de ces objets en céramique sont probablement de bonnes répliques, donc il vous suffit de connaître votre affaire. Jui aime déambuler dans les marchés comme celui-ci. Elle regarde et touche les articles, mais n'achète jamais, car on ne sait jamais. Ça date de dynastie du Nord et du Sud. Regardez la glaçure, la forme. Si vous êtes experte, vous pouvez voir que c'est tout antique. Ça se voit d'un simple coup d'œil? Les seules céramiques que Jui connaît sont les tasses Ikea et les ustensiles de table. Donc tout ce qu'elle peut faire, c'est écouter et apprendre. Et s'amuser avec les objets étranges qui attirent son attention. C'est un peu effrayant. Elle tombe alors sur ce qui semble être le résultat d'une bagarre générale qui aurait eu lieu dans un restaurant chinois. Attention à vos pieds, ne vous blessez pas. Il y en a des dynasties, des Yuan, des Ming, des Qing. Celle-ci date de la dynastie des Yuan. C'est vieux de 1000 ans. Le fond du bol est plus grand et le bol lui-même est plus épais. Et les gens les utilisent maintenant comme... Soucoupe, ou pour décorer les murs ou le sol. Les possibilités sont infinies. Quoi qu'il en soit, Monsieur Liu dit qu'à Jingdezhen, on peut trouver des fragments de porcelaine presque partout en creusant. Mais il y a un endroit où se concentrent les plus précieux. Dommage que ce soit maintenant un site protégé. Ces fours royaux ont été découverts en 2003, ce qui est relativement récent. Il y en a 7 qui sont alignés, ils sont tous en forme de courge, ce qui est typique de la dynastie des Ming. On pense que si on creusait encore, on pourrait trouver des millions de morceaux de précieuse porcelaine impériale abandonnée. Et ici, vous pouvez être sûr que c'est authentique. À l'apogée du développement des fours royaux, 58 d'entre eux ont été construits ici, sur ce site. Derrière moi se trouve une maquette, elle est faite de 1300 morceaux de porcelaine. Cela montre simplement l'immensité de l'ensemble, c'est assez impressionnant, non?
Dans les fours impériaux, il valait mieux prévenir que guérir. Ainsi, par exemple, si l'empereur voulait un brûleur d'encens en forme de canard, ils en façonnaient et en cuisaient 10, car même si le processus était strictement contrôlé, le résultat était toujours imprévisible. Si par miracle, 5 de ces brûleurs d'encens convenaient pour l'empereur, 4 d'entre eux devaient être brisés sur le sol parce que c'était une commande de l'empereur et personne d'autre ne pouvait utiliser un objet identique. Voilà pourquoi ces objets que vous voyez ont été reconstitués avec les morceaux des objets qui avaient été brisés. Une tâche fastidieuse mais noble, et dont les résultats ont sans aucun doute plus de valeur que ce qu'on trouve au marché des antiquités. Destination suivante, un type de marché aux porcelaines très différent, le paradis de la copie d'objets de l'ère impériale. C'est le marché Fangjiating et vous pouvez venir ici pour acheter des millions et des millions de copies d'objets qui étaient utilisés par les empereurs chinois. Donc si vous souhaitez ajouter une touche royale à votre salon, c'est là qu'il faut venir. Ici, les ruelles sont comme les artères de Jingdezhen. Elles pompent de la porcelaine comme si c'était du sang. On a aussi l'impression d'être dans un microcosme détaché du monde extérieur, mais étrangement entouré par d'immenses piles de céramique. Qu'il y ait des clients ou non, la vie continue. Je dois admettre que je suis vraiment désorientée. Ça me rappelle quand je me suis perdue à Jérusalem, à part que la religion ici, c'est la porcelaine. Chaque objet brille de mille feux. On peut se demander comment les empereurs réagiraient s'ils voyaient leurs marchandises devenir aussi accessibles aux gens du commun. Madame, combien coûte cette jarre? 20 000 yuan. Et voici quelque chose de beaucoup plus petit en taille, mais d'infiniment plus grand dans la légende. C'est une tasse aux poules? Oui, c'est la mère poule. L'original a été réalisé entre 1465 et 1487 sous la dynastie des Ming. Je la vends 200 yuan. Vous savez, cette tasse est considérée comme le saint Graal de la porcelaine chinoise. Pas cette tasse-ci, bien sûr, parce que c'est juste une copie. Mais apparemment, il en reste 17 authentiques dans le monde entier. En 2014, l'une d'elles a été vendue pour 36 millions de dollars. Incroyable, non? Bien, nous allons voir comment ces tasses sont faites maintenant. Li Sheng est un maître céramiste dont la famille est dans le secteur de la porcelaine de Jingdezhen depuis la dynastie des Ming, il y a plus de 400 ans. Dans la peinture traditionnelle chinoise, ce style est connu sous le nom de main levée. L'œuvre reflète le respect des jeunes générations pour les anciennes. C'est le symbole d'une vie de famille heureuse. Cette tasse a été conçue par l'un des empereurs Ming lui-même comme cadeau pour son épouse. Et même si à première vue cela pourrait ressembler à la peinture d'un enfant, on dit que personne n'a pu reproduire ses motifs ni sa qualité artistique. Les tasses de ce monsieur sont peut-être les plus proches qu'on puisse trouver. Je vous montre à quoi ressemble le produit final, d'accord? Super. Cette tasse aux poules est la même que celle que vous m'avez vu peindre. Vous voyez, c'est le modèle traditionnel. Les compétences nécessaires pour le créer étaient les plus élevées au monde. C'est techniquement très difficile à copier. De nos jours, on peut utiliser de nouvelles techniques et de nouveaux matériaux pour un rendu plus coloré. Classique ou contemporain? Cela fait des centaines d'années, mais les gens achètent toujours des copies de la tasse aux poules. Vous savez, des objets en porcelaine comme celui-ci sont encore fabriqués avec les mêmes processus traditionnels et les techniques sont transmises de génération en génération. J'aime beaucoup voir comment les anciens modèles sont mis au goût du jour. Et vous savez quoi? Ces deux tasses valent 4 000 yuan chacune. 4 000. Si j'avais autant d'argent à consacrer aux tasses à thé, je sais ce que je ferais et je les achèterais toutes les deux. Caché dans les appartements ordinaires de la ville de Jingdezhen se trouve un talent et une méticulosité hors normes. Li Sheng possède aussi un petit atelier qui emploie apparemment les esprits les plus concentrés et les mains les plus expertes de l'univers.
Cet artiste est dans la profession depuis plus de 20 ans. Il consacre toute sa vie à son travail. En plus de cela, il ne peint que des lignes fines, comme les plumes. La technique la plus difficile est le pointillé. Le mouvement est comme celui d'une imprimante. Chaque jour, on fait d'innombrables points. En Chine, un vrai maître s'efforce toujours de s'améliorer. Vous voyez ? Difficile d'imaginer encore plus de perfection chez ces artistes. Mais peut-être que l'immortalité de la porcelaine a quelque chose à voir avec cet état d'esprit. À suivre, l'argile et l'émail qui ont donné à la porcelaine de Jingdezhen sa réputation internationale. Et la bourgade pittoresque et tranquille qui a suivi cet essor. Jui a maintenant pour mission de trouver les ingrédients secrets qui ont rendu la porcelaine de Jingdezhen mondialement célèbre. Nous prenons la route, quittons le centre-ville et nous dirigeons vers des hameaux enchanteurs au vert pâturage. C'est un endroit appelé Yaoli et dans les temps anciens, c'est ici même que la porcelaine de Jingdezhen était en fait originaire. Aujourd'hui, des matériaux de très bonne qualité utilisés dans la production des porcelaines viennent toujours d'ici. Yaoli peut se traduire littéralement par « dans le four ». Et la poterie est produite ici depuis la dynastie Tang, soit plus de 1000 ans. C'est comme si ce lieu paisible et rustique échappait à l'emprise du temps, un peu comme un insecte fossilisé dans de l'ambre, et restait insensible au tumulte commercial et industriel. Pour subsister, les villageois dépendaient en grande partie de la porcelaine. Entre le XIIIe et le XIVe siècle, sous la dynastie des Yuan, c'est dans la région qu'a été découvert le composant essentiel de la porcelaine, le kaolin. Il y a de quoi chanter, car il a donné à la porcelaine chinoise une qualité incomparable dans le monde. Le constituant principal du kaolin est la kaolinite, substance minérale que l'on trouve en abondance autour de Jingdezhen. C'est un ancien sentier? Oui. Les mineurs de kaolin l'ont aménagé. Et quel âge a-t-il? Il a au moins 700 ou 800 ans. Fait intéressant, pendant 2 siècles entiers, d'innombrables expériences ont échoué en Europe pour produire de la porcelaine. Finalement, le secret du kaolin a été découvert au début du XVIIIe siècle. Nous sommes arrivés à la mine numéro 1. Allons voir à l'intérieur. Attention. Il fait tellement froid ici, au moins 10 degrés de moins qu'à l'extérieur. C'est cette matière, la kaolinite, est assez résistante aux intempéries. Ça, c'est de la kaolinite? Oui, c'est la partie non érodée. Et là-haut, vous pouvez voir qu'il y a un trou. Ça fait partie de la mine. Et il devait passer par là? Oui. Et il y en a encore ici et là. J'ai vraiment du mal à imaginer à quoi ressemblait la vie des mineurs de kaolin. Ils étaient si pauvres qu'ils mélangeaient parfois de la kaolinite à leur nourriture comme si c'était de la farine. Et c'est si humide là-dedans qu'ils avaient de l'arthrite. Quand ils sortaient des tunnels après 10 jours au plus, c'était tellement lumineux par rapport à l'intérieur qu'ils se couvraient les yeux avec du tissu pendant environ une demi-heure pour ne pas devenir aveugles. Incroyable, non? À une courte distance en voiture de Yaoli se trouve un lieu de production d'émail qui continue de générer une offre décente en utilisant des techniques anciennes. Ce qu'on voit ici, c'est un marteau actionné à l'énergie hydraulique.
Ce bijou d'ingénierie permet d'exploiter l'énergie hydraulique disponible et de se dispenser de nombreux efforts physiques, bien que certains soient encore nécessaires à certains stades. Jui demande à un ouvrier pourquoi une machine ne pourrait pas faire son travail. Ça marcherait pas, les machines ajouteraient des impuretés métalliques. Ce qu'on voit maintenant, c'est le produit final du processus. Après rinçage, sédimentation et compactage, ça donne des briques comme celle-ci. C'est juste une brique? Comment savait-il qu'il pouvait faire de l'émail avec ça? L'émail de Yaoli est toujours la meilleure de Tindejon. Nous retournons au village séculier qui fut prospère grâce à la production et au commerce de la porcelaine. Sa splendeur fait maintenant partie du passé, bien qu'on en trouve les vestiges dans ses murs et la mémoire collective des habitants. C'est votre maison? Oui, Vous vivez ici depuis combien de temps? mon grand-père habitait ici. Autrefois, cette route était très fréquentée. Des gens passaient à dos de cheval ou dans des chaises à porteurs. Les commerçants partaient d'ici pour livrer du kaolin au centre-ville de Jingdezhen. Jour et nuit, on entendait le bruit des sabots des chevaux pendant la nuit. Vous les entendiez? Du matin au soir. Il devait y avoir beaucoup de monde. Oui, cette route était très fréquentée. Tous ces nids de poules sur la voie témoignent des interminables allers-retours des brouettes et des charrettes. C'est une marque presque invisible et pourtant indélébile du passé magnifique de Jingdezhen. L'ancienne capitale de la porcelaine est toujours le premier fournisseur de porcelaine au monde. Et non, nous sommes loin d'en avoir terminé. Jingdezhen a non seulement donné la porcelaine à la Chine, mais aussi au monde. De nos jours, celle-ci est encore appréciée pour sa résistance, sa délicatesse et son façonnage. Maintenant que nous connaissons un peu l'histoire de la porcelaine ainsi que les procédés et les matériaux utilisés, nous pourrons creuser un peu plus profondément pour découvrir les mains et les cœurs qui la créent. Je suis Jui, rendez-vous sur Carnet de route pour le deuxième volet de notre voyage à Jingdezhen.